Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce 31 décembre. La démission surprise de Boris Yeltsin qui prend effet dès aujourd'hui. C'est Vladimir Poutine, le Premier ministre, qui devient président par intérim avant les élections anticipées en mars prochain. L'an 2000 dans le monde, déjà de nombreux pays ont fait le grand saut, des îles Tonga à l'Australie, de la Chine à l'Inde, un air de fête planétaire. En France, une nuit de la Saint-Sylvestre forcément contrastée avec les dégâts provoqués par la tempête. 500 000 foyers toujours privés d'électricité et de téléphone. Ambiance morose pour certains, le cœur n'y est pas. Je vous propose d'ouvrir ce journal avec cette information majeure qui nous est parvenue en début de matinée. La démission surprise de Boris Yeltsin. Le président russe aura choisi une date symbole, celle de ce dernier jour avant le passage à l'an 2000, pour quitter le pouvoir. Une décision éminemment politique, stratégique. C'est ce matin, contre toute attente, que Boris Yeltsin, dans une allocution télévisée, a annoncé sa démission anticipée. Il sera le premier dirigeant de toute l'histoire de la Russie à avoir été élu au suffrage universel et à avoir quitté le pouvoir volontairement. Gilles Rabin, Franck Brisset. Voilà, c'est votre bureau désormais, dit Boris Yeltsin à Vladimir Poutine, le successeur qu'il s'est choisi. Dans ce bureau, le premier président jamais élu de Russie a régné comme un monarque quasi absolu, comme un tsar pendant 8 longues années. Dernier regard, dernier adieu au Kremlin. Le tsar est fatigué et il s'en va. En un mot, il abdique, créant la surprise dans le monde entier. Et cette démission inattendue, ce coup historique, qui va sans doute permettre de faire élire le dauphin qu'il a désigné, c'est tout compte fait, encore, un geste de monarque. Je pars. Je pars avant le terme prévu. J'ai compris qu'il fallait que je le fasse. À nouveau millénaire, nouveau dirigeant politique, a ajouté Yeltsin, qui a transmis aussitôt la valise nucléaire au Premier ministre, chargé de l'intérim jusqu'aux élections présidentielles le 26 mars prochain. Je veux vous demander pardon. Pardon pour tous les rêves qui ne se sont pas réalisés. Pardon pour tout ce qui nous paraissait simple et qui a causé tant de souffrance. Pardon pour n'avoir pas su assumer vos espérances. Yeltsin n'a pas demandé pardon pour les 2 guerres de Tchétchénie, ni pour la corruption et les affaires qui touchent jusqu'à sa famille. Yeltsin avait dit qu'il respecterait la Constitution, il a tenu parole. Que les élections seraient désormais démocratiques, au bout du compte, il a tenu parole. Il avait juré d'en finir avec le communisme et le totalitarisme, il l'a fait, étonnant mea culpa, étonnante fin de règne. Et en direct de Moscou, Gilles Rabin, selon la Constitution, c'est le Premier ministre qui devient président par intérim. Et il ne lui aura fallu que quelques heures pour signer son premier décret, un décret qui protège en quelque sorte Boris Yeltsin et sa famille. En effet, Béatrice, un décret qui assure à Boris Yeltsin et sa famille la plus proche des garanties contre d'éventuelles poursuites judiciaires pour affaires de corruption ou détournement financier. Alors vous venez de dire qu'il ne lui aura fallu que quelques heures, que c'était son premier acte. On peut se permettre de penser, même vu la confiance qui règne en général entre les différents locataires du Kremlin, que ce décret aurait pu être signé avant même la démission de Boris Yeltsin. Alors ce geste, c'est exactement ce que Yeltsin et son entourage le plus proche attendaient de Vladimir Poutine. C'est exactement pourquoi Vladimir Poutine a été désigné comme dauphin officiel, et c'est aussi pourquoi Boris Yeltsin a choisi de démissionner aujourd'hui, une date lourde en symboles, certes, et pour marquer les esprits, mais surtout à un moment où Vladimir Poutine, le candidat officiel du Kremlin, est au plus haut dans les sondages. Or, Poutine a construit cette popularité entièrement sur la guerre de Tchétchénie, et il pourrait tout perdre demain à cause de cette même guerre. Aujourd'hui, il est au plus haut. Si les élections présidentielles avaient lieu maintenant, il serait élu dès le premier tour. C'est la véritable clé de la démission surprise de Boris Yeltsin. Merci Gilles Rabin.
Laissons à présent la politique internationale pour que la fête reprenne ses droits, les célébrations de l'an 2000 que nous évoquerons largement dans ce journal. Une fête contrastée, la France qui a en partie les pieds dans l'eau. Mais d'abord, rejoignons les Champs-Élysées, véritable théâtre d'animation, déjà envahi depuis le début de l'après-midi par une foule de Parisiens et de touristes. Au total, vous le savez, quelques 22 rouges se mettront en marche avant minuit. Malgré une légère pluie, rien n'a découragé, semble-t-il, les badauds qui se comptent déjà par dizaines de milliers dans ce périmètre piéton qui leur est complètement réservé. Et nous rejoindrons en cours de journal nos équipes sur la plus belle avenue du monde. Cet air de fête pour le passage à l'an 2000 a pris toutes ses couleurs dès ce matin avec l'entrée dans cette nouvelle année d'abord des îles Tonga dans le Pacifique Sud, à son tour la Nouvelle-Zélande avec 13 heures en avance sur le méridien de Greenwich, puis l'Australie, la Chine et Wallis et Futuna, premier territoire français près des îles Fidji. Jacques Cardoz. Un clair de lune, des chants et des danses, la scène se joue sur un coin de terre perdu au milieu du Pacifique. Le royaume de Tonga plonge le premier en an 2000. D'une seconde à l'autre, mais à un siècle d'une ambiance néo-zélandaise bien futuriste, Auckland fait à son tour son entrée dans le nouveau millénaire au rythme des lasers. Le Pacifique Sud sous la pluie, 13 heures avant l'heure du méridien Greenwich, constate ni bog ni catastrophe. Jusqu'ici, tout va bien. Très bien même pour ce premier bébé, un garçon néo-zélandais. Il aura vu le jour à 0h01 de l'an et du siècle nouveau. Eux sont les premiers du siècle à se dire oui. Monique et Dean avaient prévu un mariage simple. Il sera retransmis en direct dans tout le Pacifique Sud, depuis l'île de Chatham, où il a été célébré. Les premiers territoires français, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, passent à leur tour le cap de l'an 2000, sans encombre. Tout comme le Japon, deuxième plus importante économie du monde, elle ne connaît ni bog ni drame. Et le Yoka no Kane, tradition ancestrale, sera bien respecté, 108 coups de cloche. Et puis c'est aux milliards 200 millions de Chinois de basculer dans la fête. Hong Kong illumine les airs, tandis qu'un peu plus loin à Pékin, le président Jiang Zemin déclenche les festivités et promet à son peuple désormais une cure de rajeunissement. La flamme sacrée de la nation chinoise est porteuse de beaucoup d'espoir. Il fait nuit en Asie, le Pacifique Sud voit déjà le jour 1 de l'an 2000. En France, la nuit de la Saint-Sylvestre sera célébrée bien différemment par ceux qui ont été touchés de plein fouet par la tempête. Le département des Charentes-Maritimes, qui paie le plus lourd tribut, n'a pas le cœur à faire la fête. Entre Jonzac et Montabre, par exemple, ici comme ailleurs, la solidarité et l'entraide, avec à pied d'œuvre le personnel d'EDF qui tente de réparer au plus vite, soutenu par les militaires et les bénévoles. Une nuit de réveillon sans électricité, avec simplement des moyens de fortune. François Privat, Philippe Ritel. Réparer, mettre en sécurité des lignes. À quelques heures de l'an 2000, les techniciens d'EDF sont toujours sur la brèche. Dans le sud de la Charente-Maritime, plus de la moitié des foyers étaient toujours privés d'électricité en début de journée. J'ai pas de mention, j'ai pas de mentionneuse, donc je pense que pour ce soir, l'intervention, va falloir l'arrêter, hein, parce que ça sert à rien. Là, ce qu'on va mettre des grenouilles pour retenir, pour mettre en sécurité les câbles, et puis c'est tout, quoi. Ici, le réseau secondaire est détruit à plus de 60%. Les lignes de forte puissance sont rétablies en priorité. Celles qui alimentent de nombreux villages et hameaux restent la plupart du temps prises dans les arbres déracinés et doivent être dégagées avant toute tentative de réparation. La mission première, c'est rétablir le courant. Donc là, il y a une ligne haute tension 20 000 volts qui passe, plus une ligne France Télécom de l'autre côté. Le but, c'est d'ouvrir l'itinéraire afin que France Télécom et EDF puissent venir rétablir le courant et le téléphone. 4 jours sans électricité. Ce soir, André n'a pas le cœur à faire la fête. Ben, il n'y aura pas de réveillon. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a sans lumière, comment voulez-vous qu'on fasse? Pas réveillonner. Hein. À quelques kilomètres de là, le plat de résistance du réveillon d'Alain et de son épouse, ce sera la bougie. Mes chers compatriotes, je voudrais d'abord exprimer ma sympathie à toutes celles et à tous ceux qui vivent ces derniers jours de 1999 dans l'épreuve. Je pense aux nombreuses victimes de la tempête et à toutes les familles endeuillées dont nous partageons la peine. Je pense à nos concitoyens
cruellement touchés dans leur vie quotidienne, à ceux dont les biens ont été détruits, à ceux qui craignent pour leur activité et leur emploi, à ceux qui souffrent de voir notre patrimoine, notre littoral, nos forêts, nos monuments défigurés. Je vous redis mon émotion, mais aussi ma fierté devant l'exceptionnel élan de solidarité qui anime tant de bénévoles et d'associations mobilisés aux côtés des services publics, civils et militaires et des élus. En ces heures difficiles, nous ressentons profondément la fragilité des choses, la précarité de ce qui nous semblait acquis. Nous voyons combien tout peut être parfois remis en cause du fait de l'inconscience des hommes ou du déchaînement des éléments naturels. Nous mesurons aussi l'importance du rôle de l'État dans notre société. Un État sur lequel pèsent des responsabilités essentielles, le service public, la sécurité, la solidarité. Un État auquel il appartient de prévoir, de faire face, d'assurer la coordination des moyens du pays. Nous mesurons surtout le prix de l'aide fraternelle, du soutien spontané, de la main tendue, qui sont le ciment même de la nation. Au moment où nous touchons aux portes de l'an 2000, rien n'est décidément plus moderne, plus nécessaire, plus solide que le sentiment d'appartenir à une même communauté et d'être responsables les uns des autres. La France blessée veut se retrouver rassemblée et fraternelle, parce que nos compatriotes ont toujours su, dans l'épreuve, faire parler leur cœur. Je voudrais dire merci à tous les Français. Ce soir, nous vivons ensemble un moment fort et singulier. Ce qui paraissait très lointain et qui a longtemps symbolisé le futur, l'an 2000, est devenu contemporain, immédiat. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont vivre ces instants avec un peu d'émotion, un peu d'étonnement, une certaine appréhension parfois, née du sentiment que s'achève une époque dont on possédait les clés, dont on maîtrisait les règles et les habitudes. Je comprends ces mouvements de l'âme. Pourtant, j'ai confiance. La France franchira les obstacles, comme elle l'a toujours fait au long de son histoire, pour peu qu'elle soit fidèle à elle-même. Même si le passé est bien présent dans notre mémoire, je ne m'attarderai pas sur le siècle qui s'achève. Siècle de progrès sans précédent pour la santé, l'éducation, les conditions de vie, pour les libertés, la vie démocratique, la situation des femmes, les solidarités. Mais aussi siècle d'horreur, de tragédie, de convulsions, qui a vu 2 guerres mondiales, le goulag, les dictatures totalitaires et la Shoah. Mais ce soir, ce qui importe, c'est l'avenir, notre avenir, celui de nos enfants. Le progrès va se poursuivre avec ses hésitations, avec ses limites que nous mesurons bien face aux événements récents qui nous invitent à l'humilité. Progrès de la science, progrès des communications entre les hommes, progrès de la médecine. Un grand nombre des enfants qui vont naître cette année verront l'an 2100. Ces progrès ne prendront tout leur sens que s'ils bénéficient à l'homme, à tous les hommes. Le XXIe siècle doit être le siècle de l'éthique. Je sais que bien des tragédies aujourd'hui font douter de cette espérance. Pourtant, de plus en plus, les nations s'accordent pour mieux faire respecter les droits de l'homme, pour défendre la liberté et la dignité humaine. Un nouvel ordre international s'affirme peu à peu.
demain, il ne devra plus y avoir de repos pour les criminels contre l'humanité. Et au nom de la France, en votre nom, c'est le combat difficile que je mène chaque jour. À l'intérieur de chaque nation, une exigence se fait entendre, toujours plus forte, pour que les avancées de la science soient orientées vers le bien de l'homme et ne se retournent jamais contre lui. Je pense, par exemple, aux manipulations génétiques ou au clonage. De même, dans le domaine de l'environnement, les peuples ne veulent plus que la course à la productivité épuise la planète. La responsabilité de tous ceux qui, dans le monde, dégradent le patrimoine naturel doit être recherchée et sanctionnée, car il s'agit du patrimoine que nous léguerons à nos enfants. Même si le monde change comme il n'a jamais changé, la modernité ne doit pas nous diviser. Elle doit profiter à chacun. Nous réussirons. Nous réussirons parce que nous avons pris des décisions qui engagent et qui garantissent notre avenir. Nous avons choisi ensemble de faire grandir la France dans l'Europe, une Europe qui nous garantit la paix, une Europe qui nous permet de peser davantage dans le monde. Nous avons choisi aussi de prendre part à la mondialisation, d'en prendre toute notre part, mais une mondialisation maîtrisée, organisée, respectueuse de l'environnement, capable de prendre en compte les aspirations des hommes et capable de faire reculer la pauvreté. Ce sera tout le sens du combat de la France dans les grandes négociations à venir. Mes chers compatriotes, nous avons en commun certaines valeurs. La volonté de donner à chacun sa chance pour que notre société soit plus allante, plus mobile, plus optimiste. L'exigence de solidarité, une solidarité plus responsable, où chacun s'efforcerait de prendre sa part du contrat. L'attachement à la famille, parce qu'elle est chaleur, entraide, sécurité. Le désir d'être utile, de trouver sa place dans la société, de donner autour de soi, de se réaliser. La tolérance, qui ne doit pas être renoncement à ses convictions, mais respect de l'autre. L'esprit républicain et le sens de l'intérêt général qui impose que l'État conserve toute sa place pour dire le droit, le faire respecter avec autorité, avec justice. Gardons ces exigences, gardons ces valeurs. En les faisant vivre, nous serons plus forts pour aborder les temps qui viennent. La France change. Elle doit le faire au rythme du monde. En étant fidèle à son génie propre, elle saura conjuguer le changement et la cohésion sociale, l'esprit d'initiative et la sécurité, la modernité et le bien vivre ensemble. Mes chers compatriotes, je mesure l'honneur et la responsabilité qui m'échoit de m'adresser à vous ce soir, alors que notre nation franchit le cap du siècle. La France a plus de 1000 ans, riche de fièvre, de passion, d'enthousiasme. Elle continue comme hier à ouvrir et à défricher les chemins du monde. Le nouveau siècle est à inventer, plus fraternel, plus volontaire. Il aura les couleurs que nous lui donnerons. La France sera ce que nous voudrons qu'elle soit. Une nation unie, vivante, solidaire, ouverte, qui n'accepte aucune fatalité. Car dans un monde où rien n'est figé, l'avenir dépend de nous. L'avenir dépend de notre capacité à construire, à créer, à rêver ensemble les voies de l'aventure humaine. À chacune et à chacun d'entre vous, Françaises et Français de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, je souhaite très chaleureusement une bonne
et une heureuse année 2000. Voici donc pour les vœux du président de la République une allocution qui aura duré à peu près une dizaine de minutes avec Gérard Leclerc, un thème majeur, la solidarité. Oui, absolument. C'est un message de confiance résolument tourné vers le prochain siècle qu'a adressé ce soir aux Français le président de la République, autour effectivement de deux idées fortes, la solidarité, la fraternité d'abord, celle qui s'est exprimée dans l'épreuve de la tempête qui vient de blesser la France. Le président a tenu d'ailleurs à remercier tous nos compatriotes pour leur élan de générosité. Une France qui doit rester rassemblée et fraternelle pour affronter l'avenir dans le cadre d'une nation, d'un État que Jacques Chirac, là aux accents très gaulliens, juge plus moderne que jamais. D'où une deuxième valeur mise en avant, la volonté pour maîtriser le progrès. Et là, le ton est résolument humaniste. Le XXIe siècle devra être celui de l'éthique, des droits de l'homme, de la protection de l'environnement, dans une mondialisation respectueuse des aspirations des hommes. Alors en conclusion, et tout en se gardant de considérations politiciennes, le président Chirac s'est placé sur le registre du cœur et de la volonté, un discours qu'il ne manquera sans doute pas de développer d'ici à la prochaine élection présidentielle. Merci Gérard Leclerc. Les Français ont le sens de la fête. Ils seront plusieurs millions dans les rues à célébrer la nouvelle année. La nuit qui est tombée sur les Champs-Élysées avec dès 17h des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées pour sillonner à pied cet immense espace, incluant l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la Concorde. Une ambiance très bon enfant. On fera la fête ce soir. On a déjà commencé. François Brabant, Jean-Yves Blanc, Olivier Robert. Il est 5h, Paris s'éveille. Bien avant minuit, bien avant les roues, les Champs-Élysées sont déjà noirs de monde, noirs du monde entier. Oui, de Turin. De Turin, et pourquoi vous êtes venu à Paris spécialement? Parce qu'ils nous ont dit que ça va être une belle fête, il va être des concerts, plein de monde, alors on voulait voir si c'est vrai. Mais on a tout vu ça, alors c'est vrai. C'est magnifique, les clignotants, vous avez trouvé ça où? Charleroi. Ça vient de Charleroi, ça. Ah, vous venez de Belgique donc? Oui, Belgique, oui. Moi, je suis bolivienne. Moi, je suis qatarienne. Ça va? Bref, la plus belle avenue du monde s'apprête à peu de choses près à faire honneur à sa réputation. Et les vendeurs de trompettes s'apprêtent, eux, à faire des recettes. Ça a l'air de marcher, les affaires. Ouais, on essaye. On essaye. De toute façon, c'est le JT. Le JT de l'an 2000. Quelle couleur? Comment ça, il n'y a pas marqué 2000 et ça, c'est quoi? Non, mais... oh, il manque les zéros. Bah, on change. Il y a la statue de la liberté là-bas. 19h, Paris s'émerveille et Paris n'a encore rien vu. Les doigts se tendent, cherchent à comprendre. Pour l'instant, les roues sont immobiles, mais ça ne va pas durer. À minuit cette nuit, il y aura tout ce que vous voudrez aux Champs-Élysées. Et dans tout juste 4 heures maintenant, nous entrerons dans la nouvelle année. La Tour Eiffel qui devrait s'embraser sous le regard de plusieurs milliards de téléspectateurs. Olivier Galzi, vous êtes en direct du Trocadéro avec, je dirais, le premier couac puisque le décompte de la Tour Eiffel est en panne. Oui, effectivement, l'irréparable s'est produit à 18h44 tout à l'heure. Le décompte s'est tout simplement arrêté, il a disjoncté. Donc vous l'imaginez, la foule qui commence à se masser par milliers en ce moment. Et puis la Tour Eiffel a accueilli l'événement par un concert de sifflets. Cela continue d'ailleurs en ce moment. Et donc la nuit se passera sans décompte. Il n'y aura pas de passage symbolique à l'an 2000 par ce décompte. Cependant, le spectacle aura quand même bien lieu. Et il faut savoir que ce spectacle sera retransmis en direct dans plus de 50 pays. Parce qu'en fait, la Tour Eiffel a été choisie comme le monument symbolique pour le passage à l'an 2000 par plus de 50 pays. On était en concurrence avec d'autres États. Il y avait la porte de Brandebourg à Berlin notamment, mais le monument a été jugé trop politiquement marqué dans le siècle. Et la Tour Eiffel serait donc le monument qui symbolise le mieux le passage à l'an 2000. Donc ce soir, le spectacle qui aura lieu ici sera suivi en direct par plus de 4 milliards de personnes sur la planète, sans décompte, mais le temps ne s'est pas arrêté. Nous sommes donc un peu ce soir au centre du monde. Et vous serez là, Olivier Galzi. Merci de ces précisions. Partons tout de suite pour Marseille. Michael Darmon, quel sera le programme des festivités ? Écoutez, à Marseille, pas de couac, et le spectacle a déjà eu lieu, puisque c'est l'homme du Nord, le poète des corons, le chanteur Pierre Bachelet, qui est un Marseillais d'adoption depuis quelques mois, qui a sur la scène du cours d'Estienne-d'Orve ici, avec devant plusieurs milliers de Marseillais, a fêté ce spectacle basé sur l'espérance, la cohabitation des différentes communautés depuis des années, des siècles à Marseille, puisque c'est ce soir que Marseille clôture le 26e centenaire
de son existence. Et c'est donc sur ce thème que la cité phocéenne donc, a axé la festivité, l'activité principale de cette soirée, c'est-à-dire ce spectacle qui est en train de se terminer. Plus tard, il y aura donc aux alentours de minuit plusieurs feux d'artifice qui illumineront la ville. Et puis les Marseillais iront fêter chacun donc, à leur manière, en fête privée ou dans la rue ou dans des restaurants, ce passage à l'an 2000. Merci Michael Darmon. Le Nord ne sera pas en reste. Tout est prêt à Nemours pour réveillonner dignement à Lille? Oui, bien sûr, tout est prêt. Là, pour le moment, nous sommes sur la Grand Place de Lille, où les gens commencent à arriver tranquillement, doucement. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de monde dans les rues du centre-ville qui sont toutes illuminées. C'est vraiment très, très joli. Tout à l'heure, tout le monde était rassemblé au pied de l'hôtel de ville pour le premier grand moment fort de la soirée, l'embrasement de l'hôtel de ville, un grand feu d'artifice, des feux de Bengale. Et maintenant que ça est terminé, les gens vont converger sur la Grand Place pour un grand bal populaire qui va durer jusqu'à très très tard dans la nuit. Les gens maintenant sont invités à venir faire la fête, à venir s'amuser sur la Grand Place. Et tout ça va se faire évidemment dans la bonne humeur. Et à minuit, il y aura un grand feu d'artifice qui va être tiré pour marquer un petit peu symboliquement ce passage à l'an 2000. Merci Anne Mourgue. À ce stade du journal, il serait utile de rappeler que ce soir en France, ce sont encore quelques 500 000 foyers qui sont privés d'électricité. Selon EDF, le coût des dégâts et de la reconstruction est évalué entre 4 et 5 milliards de francs. La situation ne devrait être tout à fait normale que dans une quinzaine de jours, d'après le patron d'EDF qui a annoncé un abonnement gratuit pour l'année à venir pour tous ceux qui n'auraient pas d'électricité au 1er janvier. Côté France Télécom maintenant, un demi-million de personnes seraient toujours privées de téléphone, dont un tiers environ faute d'électricité. Le coût de la reconstruction pourrait atteindre 1 milliard de francs. Enfin, à la SNCF, le trafic est quasiment redevenu normal, à l'exception de 2 lignes, Limoges-Brive et La Rochelle-Bordeaux. Le coût des dégâts se chiffre à 500 millions de francs. Dans l'une des régions les plus isolées en France, sur le plateau de Millevaches, on s'apprête à passer un réveillon à la bougie dans ce département de Corrèze où on a l'habitude de se serrer les coudes. La soirée se déroulera tant bien que mal. On fera du mieux que l'on peut. Elsa Margou, Éric Delagneau. Ce qu'est la forêt, mais même les animaux, là, ils sont habitués à certains trucs. Les animaux vont être perdus là-dedans. En 26 ans de tournée, le poissonnier n'avait jamais vu un tel désastre. Oh là là là. Désastre aussi pour les affaires. Les gens du pays n'ont pas le cœur à faire la fête. Ils savent qu'ils n'auront pas d'électricité avant au moins 3 semaines. Ah, j'étais à l'heure, voyez. Ça va vous empêcher de réveillonner normalement? On va aller se coucher de bonne heure, sans lumière, pas réveillon. Alors c'est pour ça qu'il en a acheté une douzaine d'huîtres. Ma femme, elle n'aime pas les huîtres, elle les mangeait tout seule. À Tarnac, à l'aube de l'an 2000, les groupes électrogènes circulent de maison en maison pour alimenter les congélateurs. Et l'on s'apprête à fêter la nouvelle année à l'ancienne. Nous ne pouvons pas faire le réveillon à la salle des fêtes comme il était prévu. Et j'ai mon fils qui vient de Versailles avec les enfants et sa femme. Donc nous allons rester gentiment à la maison. Et puis voilà, aux bougies et à la lampe à pétrole, comme dans l'ancien temps. Ce voisin prête son groupe électrogène à tout le village depuis 3 jours. La solidarité prend le relais quand la technologie est à plat. Quand il faut sortir ça, c'est pas bien agréable. Non, on préfère l'électricité quand même, parce qu'on a beaucoup plus de confort, la chaleur, la lumière. Mais à 85 ans, André en a vu d'autres. Ce réveillon-là, il le passera en amoureux avec sa femme. Après 50 ans de mariage, on n'a pas besoin d'électricité pour jouer la sérénade. Sur le littoral atlantique maintenant, durement touché par la tempête et la marée noire, ambiance morose où ont été annulées la plupart des festivités. Cette nuit de réveillon ressemble davantage à une pause pour récupérer de ses efforts à nettoyer les plages. Yasmina Farber, Philippe Turpot. Dans les ateliers municipaux du Croisic, on se prépare à la trêve de l'an 2000. On dépose les armes, le temps d'un week-end. Pas de fête particulière pour le Millénium, juste un apéritif pour les employés de la mairie sur le pont depuis Noël et pour ceux qui passent ce réveillon loin de chez eux. J'aurais bien aimé passer chez moi, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire et puis voilà. On fait avec, on va essayer de faire la fête et puis voilà.
On se détend, tranquille. On va souffler pour réattaquer la deuxième phase lundi, qui sera sans doute la plus longue, puisque ça demandera des semaines pour les plages et des mois pour les rochers. Sur la côte sauvage, les curieux sont venus constater l'ampleur des dégâts avant cette soirée particulière, empreinte de nostalgie. J'ai un voisin qui est allé en vélo, il a fait toute la côte, là, il est revenu, il pleurait. Il dit, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer de voir cela. C'est dingue, hein, c'est vrai. Les gens d'ici n'ont pas le cœur à faire la fête. Les communes de La Baule, de Pornichet et du Pouliguen avaient prévu un grand spectacle, l'embrasement de la baie sur 9 km. Tout est annulé par décence. Il y a un seul mot qui me paraît aujourd'hui convenable, c'est celui de solidarité avec tous ceux qui souffrent de ces événements, aussi bien des tempêtes que de la marée noire. Donc je ne crois pas que le cœur y soit beaucoup à des manifestations de ce genre. La photo souvenir de ce 31 décembre n'est pas très ragoûtante. Les communes sinistrées ont prévu des festivités pour le printemps, si la marée noire daigne les épargner pour l'an 2000. Venons-en maintenant à ces menaces d'inondation. La Seine est toujours en crue. Son niveau a atteint 5,16 m aujourd'hui et devrait continuer de monter jusqu'à dimanche. Les voies sur berge sont totalement fermées et les croisières Réveillon ont été annulées. Cette crue n'a rien d'exceptionnel d'après les spécialistes. La menace maintenant d'une aggravation des inondations dans les Pays de Loire semble se dissiper. La majorité des cours d'eau a vu nettement baisser son niveau aujourd'hui, à l'exception de la Haute-Normandie, notamment de l'Eure. Reportage Christophe de Valembras, Nathalie Gallet. Depuis ce matin, toutes les 2 ou 3 heures, sans faute, Jean-Pierre vient prendre des nouvelles de la Loire. 5,59 m, c'est le code de niveau d'eau actuellement ici. Quelle est l'évolution ? Et bien actuellement, l'évolution, on le voit très bien sur ce graphique, qu'elle a tendance à s'atténuer, hein, puisque l'élévation est de plus en plus faible. Ça veut dire que la crue est endiguée ? Certainement, oui, on peut espérer en tout cas. Si le niveau de la Loire n'augmente plus aussi rapidement, c'est que ses affluents se sont aussi calmés. À Angers, l'eau de la Maine ne monte plus depuis ce midi. Pas une décrue encore, mais une stagnation. Mais quelques rues ont déjà souffert, quelques habitations aussi, quelques caves inondées, mais rien de grave. Cependant ici, on a craint le pire. On a tout préparé, les parpaings et tout, pour monter les affaires, tout. Au cas où ? Au cas où elle rentrerait. Parce que là, elle était rentrée, elle était passée par-dessus les pots de fleurs, là, en 95. Et elle était là. Ce ne sera pas le cas cette année. Reste à contrôler en permanence que les levées de Loire, sortes de digues construites en sable le long du fleuve, tiendront jusqu'à la décrue. Si lors d'infiltration depuis la Loire, ici, vers l'autre côté, ces infiltrations commençaient à entraîner le sable. Cela pourrait prendre rapidement donc des proportions dramatiques. Et là, ça peut être dangereux, là ? Bah là, c'est-à-dire que si on n'intervient pas, le sable il peut s'en aller, et puis dans 1 heure ou 2, peut-être pas 1 heure, mais dans quelques heures, il peut se fermer une galerie, quoi. Une rupture dans la levée est cependant peu probable. Et ce soir, il semble bien que les inondations catastrophiques annoncées n'auront pas lieu. Sur tous les fronts, la mobilisation de la sécurité civile, déjà largement mise à contribution depuis le début de la semaine, s'ajoute ce soir l'important dispositif mis en place par les différentes préfectures de police pour assurer la sécurité de ce réveillon. Au cœur des préoccupations, notamment les mouvements de foule et les accidents de la route. Dès ce matin, Lionel Jospin a tenu à se rendre lui-même au centre de coordination à Asnières pour soutenir les effectifs réquisitionnés. Alban Mikosi, Roger Mathurin. On dit parfois que la vertu passe par l'exemple. Dans Paris, où il y aura ce soir des bouchons et pas seulement de champagne, Lionel Jospin a choisi le métro. Station Varennes, tout près de l'hôtel Matignon, sous-entendu, si je peux le faire, vous aussi. 25 minutes de trajet, et le voilà à Asnières, auprès de ce qui est la colonne vertébrale du dispositif de sécurité civile, le centre opérationnel d'aide à la décision. Ici, est surveillé en temps réel la marée noire de l'Erika, d'éventuels débordements dans les villes, un improbable bug informatique. Pour le moment, tout va bien, mais le Premier ministre maintient son appel à la prudence. En raison des dégradations de la voirie dues à la tempête, des circonstances atmosphériques et de celles du bug, les risques lors des déplacements seront plus importants que les autres années à la même période. Il est donc impératif que tous ceux qui le peuvent évitent de se déplacer.
Sur le terrain, 65 000 policiers sont mobilisés, dont un tiers à Paris, noyés dans la foule, avec comme consigne de la discrétion avant toute chose. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées sont dits zone à risque. Les palais de justice ont prévu des comparutions immédiates au cas où. Il y a quelques minutes, les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur venu saluer les policiers réquisitionnés. Et en revenant à son bureau, près de l'Élysée, une bonne surprise l'attendait. Bernadette Chirac et Jean-Pierre Chevènement ne passeront pas la soirée ensemble, mais à l'Élysée, comme dans les grands ministères, tout le monde est sur le pont. Vous le savez, tous ceux qui voudront assister aux festivités dans le centre de la capitale circuleront à pied. Les bus se sont arrêtés dans Paris il y a 1 heure et même si les transports en commun sont gratuits jusqu'à demain midi, les métros seront fermés pour raison de sécurité dans une douzaine de stations. En revanche, les RER et les trains fonctionneront sans discontinuer. Le point nécessaire de ces informations pratiques avec Isabelle Leslie. On n'a pas le choix. Ce soir à Paris, il va falloir marcher. Pas question de prendre sa voiture pour s'approcher des Champs-Élysées ou de la Tour Eiffel. Le périmètre interdit à la circulation jusqu'à demain matin 6 h entoure largement les lieux de festivité. Pas question non plus de prendre le bus. Depuis 19 h, aucun ne circule dans la capitale. Quant au métro, on ne peut pas vraiment compter sur lui. Une dizaine de stations vont fermer dès 21 h dans les quartiers les plus fréquentés. Ensuite, arrêt total du trafic, comme d'habitude, à 1h15. Le RER, lui, va exceptionnellement circuler toute la nuit, mais pas dans le centre de Paris. Au-delà d'1 h du matin, seules 4 stations resteront ouvertes intramuros, en direction de la banlieue, Gare du Nord, Nation, d'Enfer Rochereau et Aubert. Côté SNCF, les trains de banlieue vont rouler toute la nuit, à raison d'un toutes les heures. Et, cadeau, jusqu'à demain midi, tous les transports en commun sont gratuits dans toute l'Île-de-France. Cette nuit de la Saint-Sylvestre se passera pour des milliers de salariés au travail. Une mobilisation autour des dégâts causés par la tempête, mais aussi la contribution des employés de l'informatique, de la banque, pour pallier aux bugs de l'an 2000, sans compter sur le pied de guerre les personnels hospitaliers. Nathalie Moisin. Le va-et-vient presque ordinaire d'un soir de fête aux urgences. Ils sont des centaines privés ce soir de réveillon qui travaillent comme ici à l'hôpital Ambroise Paré. Mais lorsqu'on a connu la finale de la Coupe du Monde, le réveillon de l'an 2000 ne fait pas peur. Un afflux de patients, notamment de blessés ou d'état d'ivresse ou de choses comme ça dues aux festivités. Quand même à proximité entre les Champs-Élysées et le Trocadéro, il y aura pas mal de monde dehors. Mais bon, il y aura beaucoup de postes médicaux sur place aussi. Mais on s'est préparé quand même pour recevoir plus de personnes. Bien sûr, le fantôme du bog est dans tous les esprits. Pour y faire face, l'hôpital possède 2 groupes électrogènes et une équipe renforcée. Le personnel est très fortement mobilisé. Nous avons donc doublé, voire triplé certaines équipes, triplé en radio, doublé aux urgences. Dans la nuit du 31 et aussi pour le 1er et le 2 janvier, les personnels seront en astreinte et appelés. Chez CGTEL aussi, tout le monde est sur le pont, pour le bog bien sûr, mais c'était prévu, à cause de la tempête également, et là ça l'était moins. De fait, depuis une semaine déjà, au QG de surveillance du réseau de téléphone SFR, les équipes sont renforcées. Seule différence, ce soir elles sont mieux payées. C'est un jour comme les autres, tout simplement, sauf que nous sommes d'astreinte pour la plupart, mais bon, ça c'est un jour comme les autres. Est-ce que ce soir vous avez une prime? Tout à fait. Elle combien? Elle varie entre 3 et 4 000 francs. Également de veille, les informaticiens, évidemment. Chez Bull France, 500 personnes d'astreinte tout le week-end. Mais à cette heure, les grandes frayeurs ne sont plus de mise. Les clients qui se trouvent soit en Nouvelle-Calédonie, soit en Australie, et nous avons déjà les résultats, nous n'avons pour le moment pas de gros problèmes signalés. Donc l'Asie a bien passé le cap. Nous n'attendons pas de problèmes majeurs pour le moment sur la France et sur l'Europe. À lui seul, le BOG mobiliserait ce soir 300 000 salariés en France. L'une des grandes inquiétudes ou préoccupations de ce passage à l'an 2000, on a dit, c'était le fameux bug. Apparemment, Jean-Claude Alanic, tout semble se passer au mieux, si l'on en croit donc l'exemple de ces pays qui sont déjà passés à l'an 2000. Oui, absolument. On n'ose pas encore déboucher le champagne parce qu'il faut être prudent, mais ça se passe plutôt bien. Vous apercevez derrière moi les experts de la cellule de crise anti-bug qui, depuis ce matin, surveillent le monde et le bug n'a pas frappé. Toute l'Asie, en particulier, est passée à l'an 2000 sans problème, y compris dans les centrales nucléaires. Un seul élément à signaler, c'est au Japon, dans une centrale. On a eu peur parce qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée 2 minutes après le passage à l'an 2000. En fait, c'était une alarme intempestive, il n'y avait aucun problème et ce n'était pas du tout dû au bug. Mais comme on ne prête qu'au risque,
riche, on y a pensé quand même, et de même que je peux vous confirmer que le bug de la Tour Eiffel n'a aucun rapport avec le bug de l'an 2000. Merci Jean-Claude de ces précisions. En Europe, les derniers préparatifs et les premiers couacs avec, à Londres par exemple, cette immense roue de 135 mètres de haut qui se dresse au bord de la Tamise et qui devait accueillir ses premiers passagers. Malheureusement, les organisateurs ont dû reporter l'inauguration, les très stricts contrôles de sécurité n'étant pas satisfaisants. Les critiques se multiplient également concernant le gigantesque dôme qui est censé être le clou de la fête. Les invités n'avaient toujours pas reçu pour certains leur carton pour cette soirée inaugurale. À New York maintenant, le traditionnel regroupement à Times Square avec un dispositif de sécurité impressionnant après l'arrestation d'un Algérien accusé d'être un membre d'un réseau terroriste, une fête sous haute sécurité. Dominique Derda. Ce n'est encore qu'une répétition, mais quand à minuit moins une ce soir à New York, la boule de cristal et de lumière descendra sur Times Square, il devrait être plus d'1 million à compter à rebours les dernières secondes de l'année. 1 million et 32 000 policiers chargés d'assurer leur sécurité. Depuis qu'il y a 15 jours à Seattle, à la frontière canadienne, un Algérien, Ahmed Ressam, membre présumé du GIA, a été arrêté en possession de plusieurs kilos d'explosifs. La peur du terrorisme a pris le pas sur celle du bug de l'an 2000. Hier, à travers tous les États-Unis, comme ici à Boston, le FBI lançait une vaste opération de ratissage visant des Algériens soupçonnés d'être des sympathisants ou des militants du groupe islamiste armé. La plupart auraient été relâchés par la suite, mais à Brooklyn, l'un des quartiers populaires de New York, un homme de 31 ans a été inculpé. Il ferait partie de la même organisation qu'Ahmed Ressam. Le maire de New York a beau dire et répéter que sa ville n'a reçu aucune menace, les mesures de sécurité ont été très largement renforcées aux abords de Times Square. Stationnement interdit dans tout le quartier, boîtes aux lettres cadenassées, plaques d'égout soudées. Jamais pareille précaution n'avait été prise à Manhattan. De toute évidence, cela a suffi à rassurer New-Yorkais et touristes. En milieu de journée, ils étaient déjà plusieurs dizaines de milliers à attendre, visiblement sans inquiétude, les 12 coups de minuit. Aux États-Unis, où Bill Clinton a rendu un hommage appuyé à Boris Yeltsin, qui, je vous le rappelle, a démissionné de ses fonctions aujourd'hui même. Nous vous l'annoncions en début de ce journal. Le chef de la Maison-Blanche a évoqué la présidence historique de Boris Yeltsin. Je l'aimais bien parce qu'il déplorait vraiment le communisme et qu'il croyait que la démocratie est le meilleur système. Bill Clinton, qui s'est entretenu au téléphone près de 20 minutes avec celui qui a été le chef du Kremlin, lui assurant que les États-Unis continueraient de coopérer avec le président par intérim, Vladimir Poutine. Les réactions politiques se sont multipliées après cette démission surprise. Tony Blair estime que Boris Yeltsin a rendu le monde plus stable et plus sûr. Quant à la bourse de Moscou, elle s'est envolée à l'annonce de la décision de celui qui a eu en charge les affaires de l'État russe. Retour sur le parcours contrasté de cet homme politique qui a su réussir sa sortie, Thierry Tuillier. Quel Boris Yeltsin l'histoire retiendra-t-elle? L'homme qui barre la route aux putschistes dans la rue de Moscou, ou bien le président tout à la fois grossier et charmant, imprévisible et inquiétant. Boris Nikolaïevitch a commencé sa carrière politique dans l'Oural, comme il se doit au Parti communiste soviétique. Ce n'est que dans les années 80 qu'il entre au comité central. Commence alors une ascension qui s'accélère avec la désagrégation du bloc communiste. Élu à la tête de la Russie, Boris Yeltsin tire bénéfice de sa popularité. Après le putsch manqué d'août 91, il pousse Mikhail Gorbatchev vers la sortie. L'Union soviétique a vécu. Boris Yeltsin apparaît comme le garant de la fragile démocratie. Illusion vite envolée. En octobre 93, il fait tirer sur le Parlement dominé par les communistes rebelles. Quelques mois plus tard, il se lance dans l'aventure de la guerre en Tchétchénie. Mais l'armée russe est défaite. Malgré sa santé défaillante, Boris Yeltsin paye de sa personne et est réélu président. Nous sommes en 96. Boris Yeltsin va désormais passer plus de temps à l'hôpital qu'au Kremlin. Il est sur le déclin, son penchant pour l'alcool est connu de tout le monde. Il fait valser ses premiers ministres. Tout pourtant semble lui échapper dans une Russie rongée par la crise économique et la corruption.
Il reste maintenant à savoir quelle sera la politique que mènera le dauphin de Boris Yeltsin, devenu président par intérim depuis ce matin. Nul ne sait à quoi pourra ressembler son action à long terme. Portrait du nouvel homme fort qui se présentera aux élections anticipées en mars prochain, Bernard Lebrun. Son héritier, c'est par ce mot que Boris Yeltsin présente l'été dernier son nouveau Premier ministre. 22 années les séparent, mais ce n'est pas ce qui semble le plus gêner Vladimir Poutine. Homme de l'ombre, il n'aime guère les projecteurs. Cette étrange séance de judo, il ne la tournera que pour servir sa popularité. À 47 ans, cette ceinture noire, ancien officier de renseignement en Allemagne, est alors parfaitement inconnue. Marié, père de 2 enfants, obscur administrateur de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine devient patron du FSB, l'ex-KGB. Comment est-il arrivé là? Tout le monde l'ignore. Ce faucon de la guerre en Tchétchénie a su s'imposer en 5 mois. Homme à poigne, parfois même grossier, il promet après les attentats de Moscou, je cite, de buter les terroristes jusque dans les chiottes. Il fait de la seconde guerre tchétchène sa rampe de lancement politique, mais il pourrait en payer le dramatique coût humain. Le 19 décembre dernier, jour des législatives, un sondage donnait Vladimir Poutine victorieux au premier tour des présidentielles. Et cette fois, caméras et photographes sont là. Le petit dauphin par la taille, haut d'1,65 m seulement, est devenu le grand héritier. Désormais président par intérim, au pouvoir considérable, sans faux pas, il pourrait bénéficier de la prime au sortant. Ce 31 décembre 1999 sera inoubliable pour les passagers otages du détournement par 5 pirates de l'air qui ont été libérés, ces passagers, quelques heures donc avant le Nouvel An, au 8e jour du détournement. New Delhi a fini par accepter de libérer 3 militants islamistes. Les 5 pirates de l'air se sont vus donner 10 heures pour quitter l'Afghanistan alors qu'un premier groupe d'otages libérés s'est posé à New Delhi cet après-midi. L'Inde qui est passée il y a un peu plus de 3/4 d'heure maintenant dans l'an 2000 pour ce pays qui compte plus d'1 milliard d'habitants. Qu'est-ce que naître en Inde aujourd'hui? Bertrand Coq et Gilles Jacqui ont suivi un obstétricien et 2 jeunes mères dans une maternité. En Inde, 80% des femmes accouchent à la maison. Même en ville, la moitié d'entre elles ne connaissent pas l'hôpital. Autant dire que les quelques-unes qui ont affaire au docteur Anklesarya ont plutôt de la chance. Vous voyez ce matin, vous avez 5 femmes prêtes à accoucher. Et donc, même si je sais que le nombre sera bien plus élevé dans le pays, ici vous pouvez être sûr que la population indienne comptera 5 membres de plus dans quelques heures. Selon toutes les estimations, l'Inde a franchi cette année la barre du milliard d'individus. Après la Chine, c'est le pays le plus peuplé de la planète. Ahmedabad, avec ses 5 millions d'habitants, est la 7e ville de l'Inde. Certes, les statistiques disent que la population tente à se stabiliser. Mais les chiffres ne disent pas le poids de la tradition, les pesanteurs sociales, l'obligation d'avoir un garçon chez les plus modestes, c'est-à-dire la majorité. Justement, ce matin-là, à l'hôpital LG d'Ahmedabad, le premier à venir au monde est un petit garçon. Un beau bébé de 2,8 kg. Sa maman est heureuse, bien qu'un peu déçue. Elle espérait une fille. Elle a déjà 2 garçons. Elle s'en tiendra là. À 27 ans, Guita vient d'accepter la proposition de l'hôpital d'une opération de stérilisation. Ces Indiens que vous voyez naître ne sont pas que des statistiques de la population d'un pays. Ils représentent le premier enfant d'une famille ou le 5e d'une autre. Et même si objectivement il n'y a pas de place pour eux, nous devons trouver un équilibre entre la tradition, la nécessité sociale de faire des enfants et l'obligation absolue d'en limiter le nombre.
Amita est heureuse, elle rentre chez elle. À 24 ans, Amita est maman pour la première fois. Une petite fille qui n'a pas encore de nom. Le retour se fait en rickshaw, ce tricycle à moteur qui encombre les villes de l'Inde. Une demi-heure de bruit et de poussière, le bébé n'a pas 2 jours. Le retour au foyer de la jeune accouchée est une affaire de femme. De toute façon, le mari, marchand de bicyclette, est absent, en voyage d'affaires. Il ne verra pas les gestes qui conjurent le mauvais sort, le bain au yaourt purificateur. Amita dit qu'elle n'aura pas d'autre enfant, qu'elle veut pouvoir éduquer sa fille, pour qu'elle ne soit pas seulement la femme ou la mère de quelqu'un, mais une personne à part entière. Peut-être même une docteure, dit la grand-mère. Éducation, émancipation des femmes, si nous y parvenons, alors l'Inde ne sera pas seulement un grand pays industriel, ce qu'elle est déjà, mais une nation véritablement, culturellement développée. En Inde, où les différences sociales se mesurent encore en siècles d'écart, les femmes portent en elles les espoirs d'un pays en pleine mutation. Ici, plus qu'ailleurs, elles sont mères de l'avenir. C'est ce 31 décembre qu'Alain Gillot-Pétré, le présentateur vedette de la météo, est décédé à l'âge de 49 ans des suites d'un cancer. Alain Gillot-Pétré qui était malade depuis plusieurs mois. Michel Monponté. Il n'aurait pas aimé que ce soir on en pleure. Parce qu'il était drôle comme aucun, mais aussi inquiet, perfectionniste, généreux, entier. Alain Gillot-Pétré fut 20 ans durant le seul à réussir à nous arracher un sourire, même sous la pluie. Il fut le premier à inventer le temps qu'il fait comme un spectacle cocasse et inattendu. J'ai vu effectivement au début des années 80 comment la météo a changé de visage grâce à Gillot-Pétré et comment elle est devenue quelque chose d'important, c'est-à-dire comment il a transformé un exercice obligé en un véritable spectacle. Spectacle de météo dans une boulangerie, la tête à l'envers, que ce soit pour Antenne 2, puis à TF1. Gillot-Pétré était d'abord un vrai professionnel. Mais peu se souviennent que c'est comme chroniqueur littéraire qu'il débuta à la télévision. Le style, écrit, était sa passion, sa préoccupation, jusque dans ses colonnes de Libération. Il aimait par-dessus tout l'opéra et les cyclones, le vent qui souffle et qui balaye. Alain Gillot-Pétré avait 49 ans. Retour à la fête, à la grande fête sur les Champs-Élysées avec cette répétition en guise d'aperçu des grandes roues foraines. Michel Strulovici. La fête à minuit pile. Une célébration de l'entrée en l'an 2000 de toute splendeur. Alors, les centaines de milliers de spectateurs pourront renouer avec l'esprit des rassemblements populaires. 11 roues gigantesques aux noms curieux, flocons et flonflons, boîtes à images, présenteront des spectacles étranges et lumineux. Du jamais vu sur la plus belle avenue du monde. On pourra danser sur des rythmes brésiliens et même apprécier des sons jusqu'alors inconnus. On entendra comment chante Jupiter, comment chante le Soleil, comment chante un pulsar. Il y a une composition sonore qui est faite à partir du son des astres. Et pour ceux que la musique céleste dérange, il restera toujours la valse des émotions. Ce 1er janvier s'annonce sur les Champs-Élysées comme un véritable feu d'artifice d'invention. Et c'est la fin de ce journal. Au nom de toute la rédaction. Mais alors ça, c'était pas du tout convenu. Bonne année.
Mais bonne année à vous. Peut-être pas demain parce que moi je vais à l'antenne avec Michel. Oui, moi je travaille, mais ces fleurs, je les offre aussi à tous les téléspectateurs. Voilà, je voulais qu'on soit réunis. C'est la première fois qu'on se retrouve sur le plateau ensemble. Voilà, c'est bien. On pourrait peut-être faire un couple, on verra. D'accord. Bonne année à vous. Bonne année, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, c'est donc la fin de ce journal avec des fleurs. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, Tapis rouge avec Michel Drucker. Excellente année à tous.